Alors donc continuons notre recherche de solutions de l'équation de propagation, à nouveau en simplifiant l'horizon des possibles, donc en choisissant des solutions un petit peu particulières. Et donc, maintenant qu'on a déjà cherché uniquement dans la famille des ondes planes, on va en plus chercher dans cette famille des solutions sous la forme d'ondes planes monochromatiques. C'est-à-dire quoi monochromatique? Donc, on entend bien une seule couleur. Alors quelle est la condition pour qu'il n'y ait qu'une seule couleur? C'est qu'il n'y ait qu'une seule fréquence. Et du coup, ça veut dire que l'onde doit être sinusoïdale. Donc en fait, une onde sinusoïdale, c'est la même chose qu'une onde monochromatique. Alors, faisons quelques petits rappels sur les ondes monochromatiques ou sinusoïdales, donc des rappels de première année. Donc si on a une onde sinusoïdale, on peut écrire l'une des composantes, donc si je prends un champ scalaire, mais du coup ça peut être par exemple la composante selon x du champ électrique, donc S de Z et de T, donc ça c'est parce que c'est une onde plane. Donc le fait que ça ne dépende que de la direction de propagation moyenne, ça va être égal à une constante, donc on va appeler l'amplitude, cosinus oméga t moins kz plus phi. Et donc ça, cette expression particulière, c'est le fait que ce soit monochromatique. Donc il faut bien comprendre ce que signifie chaque terme quand on dit onde plane monochromatique. Donc plane, c'est le fait que les fronts d'onde sont plans. Donc il y a invariance selon les deux variables correspondant aux directions perpendiculaires à la direction principale de propagation. Et monochromatique, ça veut dire que la forme de l'onde est sinusoïdale, est purement sinusoïdale. Voilà, donc quand on écrit ça, il y a 4 paramètres a priori constants, enfin c'est pas a priori, constants par hypothèse, qui sont S0, oméga, K et phi. Et puis donc il y a 2 variables réelles, que sont le temps et Z. Donc, c'est vraiment des révisions. Hein. S0, c'est l'amplitude, donc c'est le max de petit s. Donc forcément, ça a la même dimension que S. Phi, c'est la phase à l'origine, mais alors à l'origine est temporelle et spatiale, donc il faut que t soit égal à 0 et que z soit égal à 0 pour avoir cos phi, et donc phi à ce moment-là c'est la phase à l'origine. Bon, en règle générale on prendra phi égal à 0, mais bon, pour rester général, dans la suite on a pris un phi différent de 0 pour voir. Ensuite, donc, presque les plus importantes, donc c'est oméga, la pulsation temporelle. Alors peut-être qu'en première année on appelait ça la pulsation, mais vu qu'aujourd'hui on travaille en spatio-temporel, il faut préciser que c'est la pulsation temporelle de l'onde, et donc qui est en lien direct avec la fréquence ou la période temporelle. Donc oméga c'est 2πf, ça il faut évidemment le savoir absolument par cœur, donc en fait parler en pulsation temporelle ou en fréquence c'est quasiment la même chose à 2π près, ou c'est égal à 2π sur la période temporelle grand T. Donc ça c'est en radians par seconde, ça c'est en seconde moins 1 qu'on appelle les hertz, et donc ça c'est en secondes. Et donc dernier paramètre, K, donc K c'est ce qu'on appelle la pulsation spatiale, ou on appelle ça également le nombre d'ondes. Alors on verra encore un peu après, dans une prochaine leçon, que c'est aussi la norme de ce qu'on appelle le vecteur d'onde, K avec une flèche, donc le vecteur d'onde, on verra ce que c'est. Et donc K, vu que c'est une pulsation, c'est forcément lié par 2π sur la période. Sauf qu'ici, on est en spatial, donc K c'est la pulsation spatiale, et ce qu'on appelle la période spatiale, en général on l'appelle longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est la période spatiale, c'est-à-dire c'est la distance qu'il y a entre deux points, on va dire deux valeurs identiques de la grandeur, donc la plus petite distance entre deux valeurs identiques de la grandeur. Voilà, donc lambda c'est une longueur d'onde, donc c'est en mètres, et K, donc forcément, c'est en radians par mètre. Voilà. Alors, donc pour se figurer ce que contrôlent ces grandeurs, donc on a fait une petite simulation. Alors, elle est là. Voilà. Donc en bleu, on a l'onde en spatial, donc ici c'est Z, donc ça veut dire que on fixe T à chaque fois. Donc la bleue, c'est l'onde en spatial à T égale à 0. Et puis celle en pointillé,
c'est donc l'onde à différents instants. Donc c'est toujours en spatial, c'est-à-dire on fixe l'instant. Je ne sais pas comment on fait pause sur un GIF. Non, je ne sais pas comment on fait, bon, ouais, c'est pas grave. Donc en fait, à chaque instant, donc l'instant est fixé, et donc on représente la grandeur en fonction de l'espace, donc ici en fonction de z. Donc c'est une onde, donc forcément aux différents instants, eh bien, la grandeur les valeurs de la grandeur se déplacent. Et donc c'est pour ça qu'ici, on a un déplacement vers la droite, parce qu'on a un signe moins dans l'expression. Donc c'est oméga t moins kz. Donc ça se déplace selon les z croissants. Donc si on avait eu oméga t plus kz, eh bien ça se déplace selon les z décroissants. On en reparlera un petit peu plus tard de ça. Voilà, donc le graphe du dessus, c'est la représentation spatiale, puisque c'est en fonction de l'espace, à différents instants. Donc ça permet de voir l'onde dans l'espace qui se déplace au fur et à mesure. Donc c'est vraiment faire une vidéo en fait. Hein. Quand on prend quelque chose en vidéo, eh bien on fixe l'objet à différents instants, et quand on met tout l'un derrière l'autre, eh bien ça reproduit le mouvement. Et donc en dessous, on a fait également la représentation temporelle, puisque c'est le temps en bas. Donc quand on fait une représentation temporelle, ça veut dire qu'on met un capteur en un point de l'espace, donc on fixe z, et on mesure le champ en fonction du temps. Donc ici, j'ai mis deux capteurs. J'ai mis un capteur en z égale à 0, et donc ici, le petit point rouge, c'est ce que mesure le capteur en z égale à 0 à chaque instant. Et j'ai mis un autre capteur ici en bleu, donc à z égale 5 mètres. Et 5 mètres, alors oui, je ne l'ai pas dit, donc j'ai pris une longueur d'onde de 2 mètres, donc ça veut dire que 5 mètres, ça correspond à 5,5 fois la longueur d'onde. Et j'ai pris ici une phase à l'origine de pi sur 3. Donc c'est pour ça que à t égale à 0 et z égale à 0, eh bien le champ n'est pas maximum ou minimum. Parce qu'ici, du coup, j'ai une phase à l'origine qui est un peu quelconque. Donc pour qu'on ait un max, il aurait fallu que phi soit égal à 0. Bon voilà, c'était pour rester général. Voilà, donc le lien entre ces deux représentations, eh bien, il suffit de regarder, du coup, le point rouge. Donc quand on enregistre à chaque instant ce que mesure le capteur en z égale à 0, eh bien ça permet ici de retracer au cours du temps eh bien, la valeur du champ en ce point. Donc ça veut dire qu'en rouge, j'ai la courbe du champ en fonction du temps en z égale à 0, et en bleu, eh bien, j'ai la valeur du champ au cours du temps, mais en z égale 5 mètres, c'est-à-dire 5 lambda sur 2. Et donc, pourquoi on a deux courbes qui sont en opposition de phase? Eh bien, c'est parce que j'ai pris deux points qui étaient séparés par un nombre entier de fois la longueur d'onde plus la moitié. Donc, c'est pour ça que c'est en opposition de phase. Si j'avais pris un nombre entier de fois la longueur d'onde, eh bien, j'aurais eu deux courbes superposées, puisque par définition de la longueur d'onde, eh bien, si vous avez deux capteurs qui sont séparés par un nombre entier de fois la longueur d'onde, ça veut dire que forcément, à chaque instant, vous avez la même valeur aux deux capteurs. Voilà. Donc on retrouve sur ces deux représentations eh bien, les paramètres dont on vient de parler. Donc en représentation spatiale, eh bien, on voit que cette distance-là, eh bien, c'est la longueur d'onde, puisque c'est la distance entre deux valeurs consécutives identiques. Et sur cette courbe-là, eh bien, on va retrouver la période temporelle, t, par exemple, tac, tac, entre là et là. Et donc t ici vaut 0,5 secondes. Donc, ou par exemple entre là et là. Donc on voit bien que c'est bien 0,5 secondes. Voilà. Alors dernière chose, cette représentation spatiale à différents instants, eh bien, ça nous permet également de voir la vitesse de propagation. Donc notamment, on voit que pour que la courbe passe d'un point au prochain point qui avait la même valeur, eh bien, il faut attendre 0,5 secondes. Donc en fait, on voit que toutes les 0,5 secondes, eh bien, l'onde a avancé eh bien, d'une longueur d'onde. C'est pour ça également que la longueur d'onde, vous avez peut-être appris que c'était
la distance parcourue par l'onde pendant une période. Parce qu'effectivement, eh bien, pendant une période, vu qu'il faut retrouver la même valeur, eh bien, il faut que l'onde se soit déplacée d'une longueur d'onde. Voilà donc pour ces petits rappels, j'espère que c'est relativement clair. Donc, hop, on va reprendre ici. Donc là, on est en représentation spatiale, à deux temps différents. Donc là, enfin là, du coup, c'est le même, puisque c'était égal à 0. On va plutôt prendre pour ça. Voilà, et donc là, c'est la représentation temporelle. Voilà. Donc, on peut définir que ce soit sur celle-là ou celle-là la longueur d'onde. Voilà, qui est là, mais qui est également, par exemple, là. Voilà. Donc ici, c'est 2 mètres. Et puis, bah, ah oui, alors c'est pas malin, j'aurais dû prendre un peu plus tard. On peut définir ici donc la période temporelle, donc t. Alors malheureusement, je sais pas pourquoi, j'ai pas attendu suffisamment longtemps, j'ai pris 0,25. Donc en fait, ici, on voit qu'on a, eh bien là, t sur 4. Voilà, puisqu'il faudra attendre 4 fois plus de temps à partir de ce point-là pour retrouver la même chose. Voilà, et puis donc, ça, c'est l'amplitude. Donc si l'amplitude vaut 10. Et puis la phase à l'origine, donc ça, c'est jamais évident à représenter sur un graphe. C'est plus facile en représentation de Fresnel, donc ici, c'est pas évident de voir que phi, c'est pi sur 3. En tout cas, c'est pas 0, ou c'est pas pi sur 2, parce que si c'était 0, ça commencerait au max, si c'était pi sur 2, ça commencerait à 0. Voilà pour ces révisions. Alors donc, on a dit aussi que grâce à ces représentations, eh bien, on pouvait voir quelle était la vitesse. Et donc la vitesse, donc on redémontrera dans une prochaine leçon qui sera focalisée sur la vitesse des ondes. Donc ici, la vitesse d'une onde monochromatique, eh bien, donc c'est lambda sur t, donc la longueur d'onde sur le temps. Donc ça, c'est normal, hein, puisque avec ce qu'on a montré tout à l'heure sur l'animation, eh bien, l'onde se déplace de lambda pendant une période temporelle. Donc la vitesse, c'est le déplacement sur le temps, donc c'est le déplacement lambda sur le temps t. Et ensuite, vu que oméga c'est 2pi sur t et k c'est 2pi sur lambda, eh bien on peut également dire que la vitesse de propagation d'une onde monochromatique c'est oméga sur k. Voilà. Et alors cette vitesse, on l'appelle également vitesse de phase. Ça pour l'instant on ne peut pas comprendre pourquoi. On verra donc dans la leçon, encore une fois, spéciale sur les vitesses. Voilà, donc la vitesse c'est lambda sur t, mais c'est aussi oméga sur k, ou c'est encore lambda fois f. Donc la vitesse, c'est ce qui va relier le spatial et le temporel. Voilà, donc par exemple, si on a une fréquence, par exemple, d'un instrument de musique qui vaut 330 Hz, et si on a une vitesse de propagation qui vaut 330 mètres par seconde, eh bien la longueur d'onde de cette onde sonore, parce que ça c'est vrai pour les ondes électromagnétiques, mais pour les ondes sonores, en fait c'est vrai pour n'importe quelle grandeur qui se déplace avec une onde plane monochromatique. Enfin une onde monochromatique. Donc lambda c'est eh bien c'est la vitesse sur la fréquence. Donc ici c'est 1 mètre. Voilà. Donc quand un instrument de musique émet un son de fréquence 330 Hz, eh bien il se déplace avec une longueur d'onde de 1 mètre. Bon, ça c'est des trucs niveau seconde, hein, mais voilà, ce qui est plus difficile, c'est voir le lien entre spatial et temporel. Du coup, donc là c'était des généralités, c'est toutes les ondes planes sinusoïdales ont ces caractéristiques. Donc maintenant, pour nous, le but c'est donc trouver les solutions des équations de propagation. Alors, donc on va utiliser les grandeurs complexes associées, puisqu'on a vu déjà depuis l'année dernière que quand on a des équadifs, c'est bien plus simple à résoudre lorsqu'on utilise des grandeurs complexes associées. Et donc, ça revient à quoi? Passer d'une grandeur à une grandeur complexe associée,
c'est transformer le cosinus. Donc là, c'est vraiment une transformation. Donc on transforme le cosinus en exponentielle ici. Donc on va obtenir, si par exemple le champ électrique s'écrit en vrai E0 cosinus, alors je vais mettre une flèche là parce que je ne connais pas la direction a priori, donc cos oméga t moins kz plus phi. Voilà, donc ici l'amplitude, elle contient et la norme et la direction du champ électrique. Donc je vais passer à la grandeur complexe associée, donc E bar qui va être égal à E0 exponentielle I oméga t moins kz plus phi. Et puis comme d'habitude, on va mettre la phase à l'origine avec l'amplitude, donc en utilisant la propriété de l'exponentielle. Donc exponentielle a plus b, c'est exponentielle a fois exponentielle b. Voilà. Et puis donc mettre tout ça ensemble, et donc écrire que le champ complexe, champ électrique complexe, c'est une amplitude complexe exponentielle i oméga t moins kz. Voilà. Et dans le cas où on choisit la phase à l'origine comme étant nulle, eh bien donc on aura E0 qui sera réel. Et donc voilà, du coup, la forme des solutions à l'équation de propagation qu'on va chercher. Donc E bar égale E0 bar exponentielle I oméga t moins kz. Souvent j'oublierai la barre ici, parce que pour l'instant, on s'en moque de la phase à l'origine. Voilà, donc ici, ces formes complexes associées pour des ondes planes monochromatiques. Donc allons-y, maintenant voyons si c'est bien solution des équations de propagation. Alors donc on va le faire que pour le champ électrique, parce que pour le champ magnétique évidemment ça va être la même chose. Donc rappelons l'équation de propagation. Donc l'équation de propagation c'est, alors on l'a déjà simplifié parce que c'est une onde plane, donc la dérivée seconde de E par rapport à Z, moins mu0 epsilon 0 fois la dérivée temporelle seconde de E, est égale à 0. Et donc, on cherche une solution sous la forme E bar est égal à E0 bar exponentielle I oméga t moins kz. Donc, pour injecter ça dans l'équation de propagation, eh bien, il va falloir être capable d'exprimer ce terme-là et ce terme-là. Or, quand on dérive une exponentielle, c'est très simple. Il suffit de faire sortir ce qui est devant la variable associée. Donc, lorsque je vais dériver par rapport à z une fois, eh bien, ça va me faire sortir ce qui est devant z. Alors attention, ce qui est devant z, c'est pas juste moins k, c'est moins ik. Donc ça, quand je dérive une fois par rapport à z, il y a moins ik qui va sortir. Et donc, lorsque je dérive deux fois, eh bien, il y a à nouveau moins ik qui va sortir. Donc, il y a ik carré, moins ik au carré. Alors, attention à une erreur bête classique. Moins ik carré, ça ne fait pas k carré. Pourquoi? Parce que moins 1 au carré, ça va faire plus 1. Mais du coup, on va avoir i au carré, qui lui fait moins 1. Donc ça fait moins k carré, E. Puisque tout ça, c'est E, E bar. Voilà, donc la dérivée seconde par rapport à z, c'est égal à moins k carré fois le champ. Bon, je vous laisse le vérifier. La dérivée seconde de E bar par rapport au temps, ben, ça va faire sortir I oméga une fois et deux fois, puisque c'est la dérivée seconde. Donc ça va faire I oméga au carré. Donc ça revient à moins oméga carré fois E, fois E bar. Donc quand on met tout ça dans l'équation de propagation, donc je remplace la dérivée seconde par moins k carré fois E, moins mu0 epsilon 0 fois moins oméga carré fois E. Donc tout ça doit être égal à 0 partout, tout le temps. Puisque les équations de Maxwell doivent être vérifiées partout, tout le temps. Donc l'équation de propagation doit être vérifiée partout, tout le temps. Donc cette égalité doit être vérifiée partout, tout le temps. On peut mettre E en facteur.
on obtient moins k carré plus mu 0 epsilon 0 oméga carré le tout fois E est égal à 0 partout tout le temps. Bon, là j'ai mis m à la place de z, c'est pour bien dire partout. Voilà, et donc pour que ça soit vrai partout tout le temps, eh bien la seule possibilité c'est que ça soit égal à 0. Parce que E ne peut pas être égal à 0 partout tout le temps, bah sinon il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de champ. Donc c'est pas ça qui peut être égal à 0 partout tout le temps. Donc c'est forcément cette parenthèse qui doit être égale à 0 partout tout le temps. Et donc on en déduit qu'il faut que donc E bar est solution, c'est-à-dire une onde plane monochromatique, est solution, si et seulement si, eh bien moins k carré plus mu 0 epsilon 0 oméga carré est égal à 0, c'est-à-dire k carré est égal à mu 0 epsilon 0 oméga carré. Donc il y a une condition entre oméga et k pour qu'une onde plane monochromatique soit solution de l'équation de propagation dans le vide. Et on peut aller encore plus loin, parce que du coup ce qui relie k et oméga, eh bien c'est la vitesse de propagation de l'onde plane monochromatique. Donc ça veut dire que cette contrainte entre k et oméga, ça va se traduire comme étant une contrainte sur la vitesse de propagation. Or, donc la vitesse de propagation de l'onde plane monochromatique qu'on appelle vitesse de phase, c'est égal à oméga sur k. Donc oméga sur k, donc ici on en déduit que k, qui est forcément positif, pour avoir une onde qui se propage sur les z positifs, pas positifs, pardon, croissant par hypothèse. Donc k, ça va être égal à racine de mu 0 epsilon 0 fois oméga. Donc du coup, oméga sur k, donc si vous faites passer k là, eh bien ça va être égal à 1 sur racine de mu 0 epsilon 0. Et ça, eh bien c'est égal à une constante, qui est une constante fondamentale, puisque mu 0 et epsilon 0 sont tous les deux des termes qui sont des constantes fondamentales du vide. La perméabilité du vide et la permittivité du vide. Donc, quelle que soit la source, quelle que soit l'onde, eh bien 1 sur racine de mu 0 epsilon 0, eh bien, vaudra toujours la même chose. Toute onde électromagnétique se propagera dans le vide avec cette vitesse. Et quand vous faites l'application numérique, eh bien, il se trouve que 1 sur racine de mu 0 epsilon 0, eh bien, c'est 3 10 puissance, enfin, en gros, 3 10 puissance 8. Et donc, en fait, on retrouve ce qu'on aurait pu anticiper déjà, que vous avez appris depuis longtemps, mais là, on vient de le démontrer, c'est que toutes les ondes électromagnétiques se propagent à la même vitesse, qu'on appelle donc vitesse de propagation dans le vide, et qu'on note en général petit c. Donc c'est vraiment très puissant ce qu'on vient de montrer. On vient de montrer que toute onde plane monochromatique, quelle que soit la source, quelle que soit la fréquence, toute onde plane monochromatique se propage à la vitesse de la lumière dans le vide, qui est une constante fondamentale. Donc 3 à peu près, un tout petit peu moins, mais à peu près 3 10 puissance 8. Et donc ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle un milieu non dispersif, le fait que toutes les ondes, que ce soit les ultraviolets, les rayons X, les gamma, tout ça, toutes ces ondes électromagnétiques se propagent à la vitesse de propagation c. Et voilà. Donc c'est pour ça que par exemple, on va recevoir en même temps d'une galaxie qui est à plusieurs milliards d'années-lumière, et bien on recevra en même temps des photons infrarouges et des photons micro-ondes par exemple. Ils auront eu la même vitesse. Voilà. Donc on vient de démontrer quelque chose de vraiment fondamental, mais on n'a pas fini. Il nous reste encore pas mal de choses à voir, notamment, donc on a vu que les champs pouvaient se propager, ok, c'est normal, on sait ça qu'il existe des ondes électromagnétiques, et pour l'instant on n'a absolument pas parlé de la direction des champs, on n'a pas du tout parlé de la direction de E, on a parlé de la direction de propagation, qu'on a appelée Z, mais on n'a pas parlé de la direction des vecteurs, le champ. Et puis on n'a pas non plus parlé des aspects énergétiques, alors que c'est important,
par exemple pour des panneaux solaires, quelle va être l'énergie transportée par l'onde électromagnétique émise par le soleil, etc. Donc il nous reste aussi à parler des aspects énergétiques. Et donc ça c'est ce qu'on va faire dans la prochaine leçon.